Bien, bonjour à toutes et bonjour à toutes et bonjour à tous. Après cette introduction, on l'a dit, je vous propose de dresser un état des lieux de la croisière depuis le début de la pandémie. Vous savez que tout le monde de la croisière est notamment représenté par la CLIA, l'Association internationale des compagnies de croisière. Et nous allons donc maintenant faire ce point avec Emilio Esquena, qui est le président de CLIA France. Emilio, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Je regrette, mais non, là je vous entends très bien à nouveau, pardon. Alors, CLIA est une association internationale qui a été créée au début des années 70 et qui regroupe pratiquement plus de 95% de l'offre des croisiéristes mondiaux. Donc, je dirais d'une manière très succincte qu'il n'y a aucune compagnie aujourd'hui, aussi bien dans le maritime que dans le fluvial, qui n'est pas représentée par cette instance, qui a différents bureaux de partout dans le monde, je dirais là où globalement les croisiéristes opèrent. CLIA, néanmoins, n'est pas constitué que des professionnels de la croisière, que par les armateurs, parce que autour de CLIA et avec CLIA, d'une manière tout aussi structurante, nous retrouvons beaucoup d'acteurs qui portent la filière et qui sont membres également de CLIA. Je pense aux chantiers de construction et de réparation navale, c'est le cas par exemple aussi en France. Je pense aux réceptifs, il y a d'autres partenaires qui gravitent autour de cette industrie, jusqu'aux agences de voyage qui, elles aussi, de partout dans le monde, participent aux travaux de réflexion et de promotion de la croisière via CLIA. Bien, merci Arminio pour cette présentation. Alors, on l'a vu dans la précédente conférence, on va revenir là-dessus avec vous. Que s'est-il passé depuis février dernier avec l'arrêt progressif des croisières, puis leur reprise très partielle, puis à nouveau cet arrêt dont on a parlé? Alors, l'activité des croisiéristes, comme l'ensemble de la planète, au début de l'année 2020, a dû se confronter avec ce qui était d'abord une épidémie localisée, qui démarrait dans une partie du monde qui semblait très lointaine par rapport à ce qui pouvait se passer en Europe et dans le monde, je dirais, occidental, pour que finalement cela se transforme en pandémie mondiale. Et donc, il y avait au début de cette pandémie à la fois des connaissances médicales qui étaient disparates, qui étaient même confuses, disons-le, et cette confusion, quelque part, on la retrouve encore aujourd'hui, même si dans une mesure bien évidemment moindre, avec la circonstance particulière que beaucoup de compagnies avaient démarré des croisières qui allaient vers des tours du monde, donc des croisières qui avaient un temps très long de navigation. Alors, ce qui a pu se faire dans l'immédiat à cette époque-là, c'est d'arrêter les croisières telles qu'elles étaient programmées en Méditerranée ou ailleurs, des croisières, je dirais, sur des cadences de 7 jours plutôt classiques. Là où il y avait, et il y a eu quelques difficultés, c'était pour les croisières qui avaient démarré vers la fin de l'année 2019, début de l'année 2020, et qui étaient en navigation. Il a fallu trouver des ports d'escale pour pouvoir désarmer les paquebots, c'est-à-dire les faire accoster dans un port et faire en sorte que les passagers et les membres d'équipage qui étaient à leur bord puissent rentrer chez eux d'une manière sécurisée, encore une fois, en appliquant des mesures sanitaires qui étaient celles liées aux connaissances de l'époque. Mais à ce sujet, je me permets de rappeler très rapidement que les croisiéristes ont été les premiers à réagir, certes avec des mesures qui aujourd'hui semblent bien différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, c'était la prise de température qui semblait l'outil le plus indispensable pour pouvoir appréhender un peu la pandémie. Et c'est quelque chose que les croisiéristes ont déployé immédiatement dès la fin du mois de janvier 2020 de partout dans le monde. Néanmoins, donc vous le disiez, il a fallu désarmer les paquebots. Cela s'est fait d'une manière complexe, puisqu'il a fallu négocier avec différents gouvernements pour qu'on puisse accoster et procéder aux opérations de débarquement. Ça a été le cas notamment en France, tout particulièrement à Marseille,
où deux grandes compagnies qui opèrent déjà naturellement en France et à Marseille ont pu désarmer leurs paquebots. Je rajoute par rapport à cette… Très rapidement, parce qu'on a plein de choses à aborder avec vous. À cette opération que déjà à l'époque, mais c'est une anecdote qui me paraît indispensable aussi pour comprendre l'actualité, c'est que déjà à l'époque, nous étions confrontés à quelque chose d'assez exceptionnel, où vous aviez justement le paquebot et sa vie pour les passagers, les membres d'équipage, qui étant déjà en vase clos et en sécurité sanitaire, vous aviez des passagers qui devaient se confronter avec ce qui se passait sur les territoires mondiaux, n'ayant aucune connaissance et qui ne souhaitaient plus finalement, ou presque plus, débarquer parce qu'ils se sentaient davantage en sécurité à bord des paquebots. Et c'est une dimension finalement qu'on retrouve différemment encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais citer cette anecdote. Alors, Herminio, pendant cette période, vous, au niveau institutionnel avec la CLIA, vous avez travaillé. Il y a eu cette période d'arrêt, puis la reprise avec ce dont vous venez de parler. Vous avez travaillé, Jean-François, ça a évoqué tout à l'heure, vous avez travaillé pour mettre au point un certain nombre de protocoles pour permettre la reprise. Et ce travail, il a été fait avec les différents États, dont la France. Où on en est aujourd'hui? Alors, en effet, le travail a été copieux, il a été important. D'une part, les croisiéristes, globalement, sont assez familiers de ce qui relève des procédures de sécurité sanitaire, de par leur propre activité. Et d'ailleurs, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, les mesures de sécurité sanitaire à bord des grands paquebots de croisière, des paquebots de croisière tout court, ce sont les plus drastiques, les plus radicales que l'on puisse connaître dans les filières touristiques. Herminio, juste un point important par rapport à ça, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien la croisière ou qui n'auraient pas vraiment fait de croisière. Quand on est sur un bateau de croisière, on peut affirmer depuis des décennies maintenant qu'on est quasiment presque plus en sécurité sanitaire que dans un restaurant, dans un club de vacances à terre, grâce à ce travail qui est fait sur les bateaux, que ce soit au niveau de l'alimentation de la cuisine, au niveau du nettoyage des cabines, au niveau de l'accueil des clients avant d'embarquer et ensuite à bord pendant toute la croisière. Juste petit rappel parce que ça me paraît important. Exactement. D'une manière structurante, l'industrie des croisières est parmi les industries les plus contrôlées au monde, où la réglementation internationale et nationale est la plus stricte, avec des procédures qui s'appliquent d'une manière structurante, indépendamment, encore une fois, de cette actualité. Et d'ailleurs, je rappelle deux moments qui viennent circonstancier mon propos. Le premier, c'est qu'à bord des paquebots, après, selon la taille, cela peut prendre des proportions plus ou moins importantes, mais vous avez des équipes médicales à bord, à la disposition constante, permanente, aussi bien des passagers que des membres d'équipage, ce qui est quelque chose que vous ne retrouvez aucunement ailleurs. Vous citiez les restaurants, les hôtels ou les clubs vacances. Il y a des paquebots où, de par la taille, vous avez carrément des blocs opératoires à bord. Et d'autre part, je rappelle que structurellement, aucune escale ne s'effectue sans la validation des autorités sanitaires, à la fois internationales et nationales. Si on en vient au cas de la France et à Marseille, chaque escale est validée par l'ARS structurellement, indépendamment des circonstances actuelles. Donc, ce qui fait que les croisiéristes, les armateurs apportent un contenu en matière de sécurité sanitaire qui est fort, qui est important et qui a été rendu plus vigoureux de par la pandémie que nous traversons actuellement. Et donc, alors, justement, là, on revient sur votre propos précédent, mais je pense que cette précision, elle était importante. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans l'élaboration de ce qui a permis finalement une reprise partielle avant cet arrêt il y a quelques semaines avec une seule compagnie qui continue aujourd'hui, c'est MSC, à naviguer? Alors, nous verrons tout à l'heure les détails avec les trois armateurs qui vont s'exprimer par rapport aux protocoles tels qu'ils sont déployés concrètement à bord de leur flotte, mais les mois qui ont précédé la reprise ont été des mois de travail intense,
Alors déjà, les armateurs autour de CLIA, je le disais tout à l'heure, ont l'habitude de travailler, je dirais presque en vase clos, c'est-à-dire ont une maîtrise de leur offre qui est structurellement très importante. Cela va du paquebot, des opérations à quai, jusqu'à l'ensemble des acteurs qui structurent notre offre, notre activité. Je pense aux réceptifs, je pense aux agences de voyage, je pense aux guides, je pense aux autocaristes. Et donc, avec les équipes médicales des armateurs, en conformité aussi à la réglementation internationale, je pense à l'OMS, mais aussi à l'Union européenne, qui a, avec nous, travaillé un document important qui s'appelle European Health Gateway, ce qui a défini le cadre général d'une reprise avec des mesures sanitaires plus strictes que celles que nous pratiquions avant la Covid-19. Donc, ont été des mois, je disais, très intenses où les équipes, avec la contribution aussi de scientifiques qui sont venus nous apporter un contenu encore plus dense, encore plus fort, encore plus structuré, ont élaboré des protocoles sanitaires qui aujourd'hui n'ont pas d'équivalent à terre, quel que soit le territoire. Autant de protocoles qui ont été rendus communs sur la base de mesures cadres par CLIA et qui ont été ensuite élaborés en fonction de la flotte, de la présence médicale à bord, en fonction du nombre de membres d'équipage par les différents armateurs. Et ce sont ces protocoles qui ont été présentés à l'ensemble des autorités nationales, là où les croisiéristes opèrent, c'est le cas aussi en France, nous y reviendrons certainement, et qui ont été validés pour une reprise graduelle, raisonnée. Cela a été le cas en France depuis le mois de juillet avec la compagnie du Ponant, certainement Hervé y reviendra. On va en parler tout à l'heure, on va en parler dans quelques minutes avec Hervé Bellamy. A été le cas depuis l'Italie jusqu'à la Grèce avec d'autres armateurs depuis la mi-août. Et d'ailleurs, la reprise des croisières continue à se faire depuis ces pays où les croisiéristes ont, depuis la mi-août, ont transporté des dizaines de milliers de passagers en toute sécurité. Alors, justement, Herminio, vous disiez que cette reprise se fait dans d'autres pays. Au départ de l'Italie, les croisiéristes français ont pu partir par centaines, prendre les bateaux des armateurs en Italie, que ce soit à Savone, à Rome ou dans d'autres ports italiens. Aujourd'hui, dans le travail que vous faites avec l'État français, et ça a été abordé tout à l'heure par Jean-François Chouat et les intervenants de la conférence précédente, qu'est-ce qui coince en fait? Pourquoi on arrive à redémarrer et à continuer, c'est le cas aujourd'hui, à partir des ports italiens, et pourquoi en France, on n'y arrive pas? Alors, la réponse peut être multiple. Moi, je ne peux que vous illustrer tel que moi, je reçois un peu les informations et puis les échanges avec les différentes instances qui sont préposées éventuellement à cette reprise. D'une part, nous avons un problème en France, c'est-à-dire que les instances qui peuvent apporter des réponses concrètes à cette industrie sont nombreuses et j'ai bien le sentiment qu'elles ne se parlent pas particulièrement entre elles. Les protocoles des différents armateurs et tout particulièrement des armateurs qui opèrent naturellement et historiquement depuis les ports français ont été présentés, ont été argumentés et quelque part ont été même validés par un certain nombre d'entre elles. Je pense aux instances françaises, sans pour autant qu'on aille plus loin. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la France a néanmoins accordé une première autorisation à la navigation des compagnies de croisière avec une jauge en valeur absolue qui était fixée à un maximum de 250 passagers. Alors, justement, Herminio, sur cette jauge, quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'avez dit que c'est une jauge qui est myope en fait. Pourquoi? À la fois, c'est une jauge myope puisqu'elle ne prend pas en compte la variété de l'offre et qui ne prend pas en compte la dimension des paquebots et donc la possibilité d'appliquer d'une manière tout aussi robuste, voire même davantage, les protocoles sanitaires tels qu'ils ont été définis. Mais permettez-moi de vous dire que désormais, cette jauge, malgré la myopie, est caduque, puisqu'il y a eu récemment une évolution dans le décret qui supervise aux opérations de la croisière, où l'État français a rappelé l'interdiction, a fait tomber la jauge myope en valeur absolue qui était fixée autour des 250 passagers. Et la nouveauté, c'est que
délègue éventuellement, ce qui n'était pas prévu par le décret précédent, la possibilité au préfet de déroger à cette interdiction. Ce qui est Donc, une évolution positive par rapport donc à la situation que nous pour connaissions. être clair, Arminio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système tel qu'il est organisé en France, on a un préfet qui est chargé de l'application des mesures décidées par le gouvernement au niveau du territoire, mais que ce préfet, s'il le veut, peut, par exemple, le préfet de la région sud, peut décider d'accueillir des bateaux de plus de 250 passagers. C'est ça, si on a bien compris. Exactement. Tel que le décret précise, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui fait que nous avons d'un côté une évolution qui est résolument positive par rapport au décret précédent, mais si vous permettez un commentaire qui est plus personnel, c'est aussi, vous le disiez quelque part, un piège, puisque les mêmes préfets qui sont préposés à la sécurité sanitaire de leur territoire et au maintien de l'ordre public, ce sont les mêmes auxquels le gouvernement parisien délègue éventuellement la faculté de déroger et donc d'accorder la possibilité aux paquebots de croisière d'opérer. Ce qui fait que finalement, je pense que tant que la situation sanitaire sur les territoires, notamment là où il y a des villes portuaires, ne s'est pas stabilisée, les préfets et le préfet de la région sud me semble, à défaut d'être bienveillant, certainement quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je comprends que la responsabilité, permettez-moi de dire responsabilité politique, ce soit aujourd'hui l'élément qui pourrait faire basculer vers une reprise des opérations. D'accord. Herminio, est-ce que ça veut dire, on en a encore, là encore, parlé tout à l'heure, les stations de sport d'hiver, il y en a une soixantaine dans la région sud, ne sont pas autorisées à rouvrir pour l'instant. On parle d'une date de mi-janvier. Renaud Muselier, le président de la région sud, va organiser dès demain une réunion pour proposer un certain nombre de protocoles au gouvernement afin de pouvoir redémarrer ces stations. Est-ce que vous avez le sentiment que avant cette période du 15 janvier, de la mi-janvier, il peut se passer quelque chose grâce à votre intermédiaire auprès de Jean-Baptiste Lemoyne, auprès du gouvernement, pour faire en sorte que ça puisse redémarrer aussi pour la croisière? Alors, je me permets de répondre autrement à votre question, et en défendant le fait que cet amalgame est un amalgame fallacieux. Je m'explique. Continuer, ce qui est le cas uniquement en France, à faire l'amalgame entre ce qui se passe sur les territoires et les mesures qui s'imposent sur les territoires, sur lesquelles je ne porterai aucune forme de jugement, aucun commentaire, et ce qui se passe à bord et autour de la croisière est un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Je vous donne un exemple très concret, qui d'ailleurs est la réponse que j'ai faite à différents ministres qui ont été mes interlocuteurs jusqu'à présent. Comment voulez-vous, Herminio, qu'on puisse se dire aux Marseillais qui n'ont plus le droit d'aller boire un café sur la Canebière alors qu'ils pouvaient prendre un martini à bord des paquebots? Or, la réponse, elle est très claire. Voilà pourquoi l'amalgame, il est fallacieux. D'une part, dans aucun restaurant à Paris comme à Marseille, il y a des équipes médicales. Dans aucun restaurant, on ne connaît l'avis sanitaire de celui qui vous apporte le café. Or, les serveurs, les personnels navigants ont été testés 3 fois avant de ne pouvoir monter à bord. Et en plus, on leur impose 14 jours de quarantaine, de toute façon. Ensuite, ils sont testés régulièrement. Aucun membre d'équipage ne sort du bateau. Tous les passagers sont testés avant de ne monter à bord. Je pourrais continuer, mais tout à l'heure, on verra dans la… On va voir le détail dans quelques minutes avec les armateurs. Je défends l'approche qui est celle des autres pays de l'Union européenne où cet amalgame ne se fait pas. Et encore aujourd'hui, malgré des nombres qui sont, hélas, en Italie par exemple, plus importants, voire même qu'auparavant et plus importants qu'en France aujourd'hui, le gouvernement italien, parce que ne fait pas cet amalgame, continue à défendre le fait que s'il y a bien un endroit sur Terre, sur la planète, où on peut se sentir en sécurité sanitaire et profiter d'une forme de loisir, c'est bien paquebot de croisière. Alors, Herminio, c'est peut-être un cliché, mais est-ce qu'il ne faut pas emmener les membres du gouvernement sur un bateau de croisière et leur expliquer comment ça se passe? Et en particulier, le ministre du Tourisme. Il y a un peu de provocation, mais on se retrouve quand même dans une situation qui est complètement aberrante. Ce n'est pas un cliché, c'est une excellente proposition.
je me permets juste de vous signaler que c'est une proposition que je leur ai adressée et pas qu'à Jean-Baptiste Lemoyne. Jean-Baptiste Lemoyne, d'ailleurs, qui, je pense, se défend d'avoir effectué en effet une visite, si ma mémoire est bonne, à bord d'un paquebot qui avait, au mois de juillet, la possibilité de naviguer depuis les ports français. Mais le même Jean-Baptiste Lemoyne, encore récemment, réagissait à nos propos en disant que même en Italie, les choses ne se passaient pas aussi bien, ce qui est faux, et ce que je lui ai dit d'une manière très claire. Et je pense que le secrétaire d'État au tourisme, aujourd'hui encore, montre une indifférence à cette industrie qui est dangereuse. Je rappelle juste quelques chiffres. L'industrie des croisières en France représente un impact économique en 2019 qui dépasse les 5 milliards et 200 millions, tout impact économique confondu. Cela représente quelques 25 000 emplois. Cela représente plus d'1 milliard 200 millions de salaires qui sont versés en France par cette industrie. Or, c'est là où je vois le danger et qui, d'ailleurs, va rejaillir aussi sur nos partenaires les premiers, les agents de voyage, que le gouvernement français est en train de sauver à coup de grands efforts légitimes, et il faut continuer à les porter, mais avec, là encore, la myopie de ne pas restructurer l'offre touristique. Puisque dans quelques mois, on aura sauvé les agences de voyage, mais on n'aura pas fait en sorte qu'on puisse remplir leurs étals et leur donner de quoi pouvoir reprendre leurs activités. Et c'est là où, en effet, cette attitude risque d'avoir des conséquences beaucoup plus fortes, beaucoup plus graves que celles que l'on vit actuellement. Bien sûr. Alors, je vous rappelle que il y a un temps qui est prévu pour que vous puissiez intervenir par rapport à ce qui est dit sur l'ensemble des rendez-vous, notamment sur celui-ci avec la CLIA. Herminio, j'ai envie de vous poser la question, une fois qu'on a fait ce constat avec d'un côté des armateurs, des compagnies de croisière qui sont au point pour la reprise, un constat uniquement sur la France et ce qui nous concerne ici, une fois qu'on a fait ce point sur la viabilité sanitaire des croisières et de la reprise des croisières, et qu'on fait le constat de l'autre côté, comme vous le disiez, que du côté du gouvernement, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas pris en compte, cet effort n'est pas pris en compte. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se mobiliser. Qu'est-ce que les professionnels du secteur doivent faire? Non, on et vous aussi au sein de la CLIA. Alors, on n'attend certainement pas, on continue. Cela fait partie de mes offices et plus en général des offices de la CLIA que de promouvoir dans tous les sens l'activité des croisières. Donc, je continue mon combat avec les armateurs. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec le cabinet du ministre de l'économie dans quelques jours. Donc, on continue à promouvoir la robustesse, la validité des protocoles sanitaires. On continue à promouvoir le fait qu'on est prêt à les reformuler, les restructurer. Encore faut-il qu'on ait un retour de la part des instances françaises, puisque c'est quelque chose que nous avons déjà pratiqué avec d'autres autorités nationales, là où nous avons repris nos opérations. Donc, c'est un combat qui continue et c'est un combat qui doit être porté non seulement par les armateurs, bien évidemment, les armateurs sont au cœur de ce dispositif, mais comme on l'a précisé tout à l'heure, autour de l'industrie des croisières, il y a une multitude de filières et de métiers qui sont directement impactés par l'arrêt de nos opérations. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont autant de métiers qui souffrent et qui peuvent être à la fois sauvés et qui peuvent avoir une perspective de reprise si les paquebots reprennent leurs opérations. Herminio, est-ce qu'on en est? Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir en posant des questions. C'est sur le chat, sur la partie droite de votre écran. Herminio, est-ce qu'aujourd'hui, on en est dans une situation où si cet arrêt des croisières en France devait perdurer, on sait l'importance de l'activité, par exemple, croisière sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, avec des commandes pour l'instant qui n'ont pas été reportées, avec un carnet de commandes qui se maintient. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à terme, ces industries autour de la croisière, notamment les chantiers navals, les chantiers de réparation, comme c'est le cas à Marseille, peut-être moins impactés, il va y avoir des conséquences? Est-ce que les armateurs peuvent à un moment dire
attendez, on va revoir, et là, ça serait dramatique peut-être au niveau de l'emploi et de l'économie de ces sites industriels en France. Alors, je ne peux pas vous apporter une réponse. Je peux néanmoins partager avec vous une intuition et une réaction qui serait celle, je dirais, d'un entrepreneur, indépendamment du fait que ce soit un armateur. Un entrepreneur qui n'a pas de perspective de reprise et donc de pouvoir commencer à travailler, à retrouver une activité normale, malgré la solidité et la robustesse dont les armateurs font preuve encore aujourd'hui alors qu'ils sont à l'arrêt. Je rappelle que 2020 est une année où les compagnies de croisière ont dépensé énormément puisque les opérations, aussi bien de désarmement que la mise en place des protocoles, ont eu des coûts très très importants alors qu'il n'y a pas de recettes de par l'arrêt des activités. Or, un entrepreneur qui, dans ce contexte, n'ayant pas de perspective, à un moment donné, et c'est vraiment très intuitif, pourrait se dire peut-être que les investissements qui devaient être les miens de par mon plan industriel, je les reporte ou je vais les reconsidérer. Or, c'est juste intuitif. Et c'est là encore où la myopie ne doit pas l'emporter sur le pragmatisme. Parce que, vous le disiez, il y a les chantiers, aussi bien de construction que de réparation. Et pourquoi je réinsiste sur le mot myopie? Parce que la France, en particulier avec les chantiers de Saint-Nazaire, a cas plus unique que rare, une position hégémonique aussi bien en Europe qu'au niveau mondial. C'est une des rares filières industrielles où l'Europe prime sur les États-Unis et sur la Chine. Et dans cette Europe qui a cette hégémonie, nous avons des chantiers français. Il n'y a pas que Saint-Nazaire. Plus proche de chez nous, à Marseille, nous avons les chantiers de Marseille avec leur Formodis, qui est un outil industriel exceptionnel et qui n'a pratiquement pas d'équivalent. Donc, cette Mais on va rappeler, Herminio, on va rappeler quand même ce qu'est cet atout de la forme 10 sur les chantiers navals à Marseille. C'est la forme la forme de Radouble la plus importante d'Europe, en fait. C'est celle qui peut accueillir les bateaux les plus gros qui sillonnent avec des compétences et des expertises uniques en Méditerranée, c'est ça, hein? Absolument. Et c'est cette expertise, ce savoir-faire qu'on doit préserver. Donc, pour répondre à votre question, qui, je vous l'accorde, n'est pas forcément une réponse, c'est un danger qui intuitivement peut exister. Et donc, là encore, la myopie ne doit pas l'emporter. On doit mettre cela aussi en perspective. Herminio Esquena, avant peut-être de prendre des questions, finalement, quand on vous écoute et quand on fait le constat qui a été fait depuis ce e-workshop, est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de culture de la croisière en France par rapport à d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un peu plus loin, la Grèce? Et est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus? Alors, personnellement, j'en suis intimement persuadé. Je suis persuadé, et pas que depuis cette année 2020, qui est une année exceptionnelle, inédite et dramatique à beaucoup d'égards, je pense qu'en effet, il y a une promotion de cette industrie qui doit continuer à se faire parce que la culture des croisières n'a pas la même emprise en France que dans les pays que vous venez de citer. Il y a des raisons géographiques à cela. Si on fait la comparaison avec l'Italie, de par sa morphologie, l'Italie a quelques 12 ports majeurs d'embarquement-débarquement et donc avec un impact aussi sur les territoires qui est exponentiel. Mais il n'y a pas que cela. Je pense que dans les loisirs français, il y a ce que j'ai toujours soutenu, c'est-à-dire un poids fort du modèle village-vacances qui s'est imposé durant des décennies et qui a un peu sclérosé le tourisme français, aussi bien dans l'offre que dans la perception même des pouvoirs publics. Puisqu'aujourd'hui, on retrouve cette impasse dans l'appréciation d'une industrie qui, je vous l'accorde, vous le disiez, souffre un peu aussi de son succès, qui semble échapper à quelques-uns de nos interlocuteurs. Alors, on sait que cette croisière, il y a quasiment 600 000 Français en France, ou un petit peu plus, selon les années qui prennent ces bateaux. Donc, on a compris que vous allez
poursuivre ce travail de lobbying auprès du gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment une sensibilisation à faire aussi auprès des politiques locaux? On sait qu'en région sud, Renaud Muselier est très attaché à la filière croisière. Les élus, est-ce qu'il ne doit pas être aussi mobilisés là-dessus pour dire la croisière, que ce soit en région sud, mais aussi sur la côte atlantique ou plus haut, c'est quelque chose qui peut être un moteur économique. Je le pense. Et d'ailleurs, au passage, je peux déjà remercier, enfin, je l'ai déjà fait, le président, parce qu'il a été parmi les premiers et au plus haut niveau à se mobiliser. Nous avons même co-signé une lettre ensemble qui a été adressée aux différents ministres, on va dire compétents de tutelle. Entre-temps, il y a eu un passage même à Marseille qui a été fait par la nouvelle ministre de la Mer, Annick Girardin. Les élus locaux aussi ont été interpellés. Donc, c'est une mobilisation qui, aujourd'hui, doit continuer. On doit peut-être la restructurer différemment en vertu aussi du décret qui bascule, je dirais, vers le local, éventuellement une possibilité de dérogation. D'ailleurs, nous avons prévu une réunion avec monsieur le préfet dans quelques jours pour que justement on puisse discuter ensemble, se confronter autour des protocoles sanitaires, en vérifier ensemble, encore une fois, la validité et la robustesse avec la contribution de l'ARS, des marins-pompiers, pour que ce travail de à la fois explication, confrontation continue et puisse se porter les fruits que nous espérons. Herminio, pour terminer ce rendez-vous, alors bien sûr, vous pouvez intervenir si vous avez des questions partie droite du chat, vous les rédigez et puis Elsa les posera. Juste une dernière chose, on a parlé tout à l'heure du rôle important, voire fondamental pour cette reprise des préfets de région, notamment le préfet de la région sud, en fait, Provence-Côte d'Azur. Comment vous le percevez? Vous allez arriver à faire en sorte qu'à un moment, ils disent « bon, ben, on fait redémarrer les croisières ». Alors, je ne peux pas préempter sa réponse. Je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal, mais en tout cas, votre sentiment par rapport à ça. Alors, d'une part, je précise que le nouveau préfet, nous n'avons pas encore eu, mais nous allons discuter ensemble. Je vous disais, la semaine prochaine, pas eu l'occasion encore de faire connaissance directement, ce qui avait été le cas avec le préfet, M. Dartout, qui l'a précédé. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe qui entoure le préfet est une équipe qui a été fortement mobilisée et d'une manière résolument concrète, pragmatique et opérationnelle pour l'accueil des paquebots au mois d'avril et lors des armements. Ils ont pu constater avec d'autres instances, je citais l'ARS, les marins-pompiers, à quel point, même à l'époque, les protocoles des armateurs étaient stricts et ont permis le désarmement, donc le départ des passagers vers tous les pays d'origine, aussi bien que des membres d'équipage, d'une manière sécurisée d'un point de vue sanitaire. Donc, je compte sur les équipes qui aujourd'hui encadrent, entourent, accompagnent le préfet et donc qui vont le seconder dans ses réflexions et j'espère dans sa prise de décision pour qu'ils apportent leur propre contribution par rapport à un vécu qui a été le leur avec nous, puisqu'ils ont été, je le répète, fortement mobilisés. Merci Herminio Esquena, donc président de Clients France, Clients France. Merci d'avoir été avec nous ce matin et pour donc détailler toute cette démarche institutionnelle pour faire en sorte que les croisières puissent redémarrer en France. Je vous propose de marquer une petite pause. On se retrouve à 11h30 avec la suite donc, de notre cheminement pour mieux comprendre tout ce qui se passe avec ce redémarrage des croisières. Ça sera cette fois les réponses des compagnies en mer et à terre. À tout de suite, il faudra arrêter cette discussion, arrêter cette conférence, et puis on se retrouve aux environs de 11h30. Et là, vous redémarrez avec la nouvelle conférence. Merci Herminio, merci à tous et à tous. On se retrouve dans quelques minutes. Merci.